19 milliards de dollars ont été évaporés dans les seules 24 dernières heures. Si on regarde ici, vous voyez que 19,34 milliards de dollars, c'est le montant de la liquidation des 24 dernières heures sur la totalité des exchanges crypto. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la journée d'hier et dans la nuit de vendredi à samedi. On a eu une cascade de liquidation. Bitcoin a dévissé de l'ordre de moins 15 à moins 16%. La majorité des altcoins ont fait des baisses de l'ordre de moins 50 à moins 60. Certains ont été jusqu'à moins 90, moins 95%, notamment Atom par exemple, WIF également. Il y a eu un mouvement très puissant qui a eu lieu, un mouvement qui nous rappelle bien entendu le crack Covid du 20 mars 2020, la journée également du 19 mai 2021 qui pour beaucoup a été assez traumatisante. Bon bah vous voyez le crack de FTX, etc. C'est des signes noirs, c'est des moments où le marché dévisse, souvent liés à des insiders qui provoquent des mouvements baissiers, qui provoquent des cascades de liquidation. Donc on va revenir dans cette vidéo sur ce qui s'est passé, sur qu'est-ce qu'on s'attend ce à quoi on s'attend pour la suite, et également quelles sont les perspectives du Bitcoin sur les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que la tendance haussière qu'on espérait voir sur les prochains mois, est-ce qu'elle est annihilée par ce mouvement? Est-ce que c'est juste un mouvement technique et on va repartir à la hausse? On va aborder tout ça dans cette vidéo et je vais essayer d'être le plus clair et le plus pédagogue possible. Donc déjà, on va revenir sur un petit peu ce qui s'est passé. Donc ici, vous voyez 19,34 milliards de dollars de liquidation. Ça signifie que on a 19 milliards de stop loss qui ont été atteints. Donc je vous explique, si ici vous étiez sur Bitcoin, que vous aviez ouvert une position longue, donc c'est-à-dire vous aviez dit moi je pense que ici le prix va monter, donc je mets un stop loss ici, c'est-à-dire que si le prix atteint 118 552, vous voyez cette ligne en rouge, si le prix atteint 118 552 dollars, je veux que l'exchange vende ma position pour pas que je perde trop d'argent, pour pas que si ça parte trop bas, je perde tout mon argent. Donc en fait, vous allez dire, voilà, moi je pense que le prix va aller à 130 000 dollars et s'il atteint 118 500, je veux vendre. Vous avez donc un risk-reward de 3 pour 1. C'est-à-dire que ici, vous risquez 1 pour obtenir 3. Ça, c'est la base du trading. Si ici, le marché atteint votre stop loss, vous allez être liquidé. Donc si ici, vous avez dit, moi, je veux risquer 1000 dollars pour ici gagner 3000 dollars, si le marché fait ça, vous gagnez 3000 dollars. S'il fait ça, ici, le marché va se charger, votre exchange, donc Binance, Bybit, etc., Hyperliquid, va se charger automatiquement de vendre votre position, de solder votre position. C'est ce qu'on appelle un margin call, d'accord, vous êtes soldé et vous êtes liquidé au niveau des 118 552 dollars et vous perdez moins 1000 euros. D'accord? Donc ici, si vous perdez vos moins 1000 euros et que votre collègue qui a ouvert une position, lui, ici, et qui a du coup mis un risk-reward, on va dire ici, de 2,45 pour 1, lui, s'il a lui aussi soldé sa position pour 1000 euros, ça fait 2000 euros de liquidation sur cette bougie. Et là, vous voyez que on a atteint 19,34 milliards. Donc ça veut dire que des personnes qui sont positionnées sur les contrats dérivés ont perdu pour 19,34 milliards de dollars au global. D'accord? Donc c'est énorme, c'est tout simplement le record jamais atteint sur Bitcoin. On n'avait jamais atteint ces niveaux-là, que ce soit sur le crack Covid, que ce soit pendant la faillite de FTX, etc. Tous ces mouvements-là n'avaient pas permis une liquidation aussi importante. Donc c'est pour vous dire à quel point du coup les mouvements financiers qui ont eu lieu sur les 24 dernières heures ont liquidé un maximum de personnes. Vous voyez que c'est globalement concentré sur, en tout cas les plus capitalisés, on voit que c'est Bitcoin, Ether, Solana qui ont majoritairement subi ce genre de liquidation, mais on a également Hyperliquid parce que c'est un mouvement qui a été majoritairement orchestré sur Hyperliquid. Donc on voit qu'on a 10,31 milliards de dollars qui ont été soldés sur Hyperliquid. Je vous rappelle que c'est pas l'exchange qui a le plus de volume sur les contrats dérivés, mais c'est celui sur lequel on a le plus de volumes qui ont été liquidés. Vous voyez que Binance, eux, ont eu un volume de liquidation de l'ordre de Binance 2,4 milliards et Bybit 4,65 milliards. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on pouvait prévoir, et je vous en avais parlé ici, qu'on avait beaucoup de liquidités qui se trouvaient en dessous du prix. Je vous en avais parlé dans ma vidéo de lundi, que je m'attendais à une baisse. À l'époque, on était voilà, ici, lundi, on était à peu près au niveau du top. On était au niveau des 125, 126
26 000 $. Ici, je vous disais, attention, on a de la liquidité qui se trouve juste ici. Vous voyez, ici, c'est ce que j'avais affiché juste là et que j'avais partagé sur YouTube gratuitement et que j'avais... bien entendu communiquer aux membres de mon cercle d'investissement. D'ailleurs, voilà, c'est ces personnes que j'accompagne dans mon cercle d'investissement, sur lesquelles les personnes que j'accompagne, à qui donc j'envoie mes analyses en temps réel, les alertes, etc. Tout ça, évidemment, cette zone de liquidité là, je leur avais partagé. Je vous l'avais également partagé gratuitement sur YouTube, et vous voyez que c'est une zone de liquidité qu'on est venu atteindre. Donc vous voyez juste là, on avait un mouvement qui avait été relativement sain, de venir purger un peu les liquidités. On avait eu de l'excès sur cette phase haussière. À ce moment-là, beaucoup de personnes étaient rentrées sur les derniers jours, entre le 3 octobre et le 6 octobre. On avait eu sur 3 jours beaucoup d'entrées de retail qui étaient un peu en retard, qui avaient raté le train ici au niveau des 109 000 $, qui s'était réveillé un petit peu trop tard et qui était rentré. À ce moment-là, on se disait, évidemment, on s'attend à un mouvement de cet ordre-là, voilà, hop, on va venir retravailler ça et repartir à la hausse. Cette zone de liquidité-là, elle a été prise relativement rapidement jusqu'à vendredi en fin de journée. Donc vous voyez ici, au moment de la clôture de Wall Street, donc on a eu des petits mouvements baissiers un peu plus importants. Donc ici, si on prend ici, hop, cette zone de liquidité là, vous voyez que on est venu la récupérer à plusieurs reprises. Vous voyez qu'on a fait une mèche ici, une mèche ici, et ici on est venu baisser un petit peu sur les mouvements baissiers de Wall Street, parce qu'en fait Wall Street est venu baisser sur la journée d'hier. Vous voyez juste là, hop, je vous l'affiche. Sur la journée d'hier, vous avez eu ici des mouvements baissiers assez importants sur Wall Street. On parle d'une baisse de 2,70%. Ça correspond à une avalante baissière. Donc je vous rappelle, une avalante baissière, c'est-à-dire une bougie qui vient avaler le corps de bougie des précédentes bougies. Et là, en l'occurrence, on est venu avaler le corps de bougie, le corps de chandelle vous voyez, hop, de toutes ces bougies-là, d'accord ? On est venu en une journée reprendre toute la hausse qu'on avait fait depuis le 11 septembre. Donc sur un mois, on avait fait un mois de hausse qui a été avalé en une journée. Donc ça, évidemment, ça a entraîné des mouvements baissiers sur la majorité des actifs à risque. Donc ça a été le cas sur le Nasdaq, ça a été le cas sur le S&P 500, ça a été le cas sur le Bitcoin et sur la majorité des cryptos. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de problème à ça. Sauf que ici, on a eu des mouvements un petit peu particuliers qui ont eu lieu sur Hyperliquid, c'est-à-dire ici, donc vous voyez les petits points rouges. À ce moment-là, on était au niveau des 117 000 $. On a une baleine, c'est-à-dire un très très gros portefeuille qui est venu se positionner short, donc parier à la baisse. À l'époque, on était à 117 000 $ et on a eu du coup 200 millions de dollars qui ont été positionnés à la baisse. On a un gros portefeuille qui est venu parier à la baisse pour 200 millions de dollars sur Hyperliquid, sur Bitcoin. Et vous voyez que quelques heures après la clôture bien entendu du S&P 500, donc après la clôture de la bourse américaine, ici on a Donald Trump qui est venu quelques heures après la clôture. Je vous rappelle que la clôture a lieu à 22h heure française, donc la clôture de Wall Street. Et quelques heures après, aux alentours de 23h, il me semble, 22h30, 23h, on a Trump qui annonce une augmentation des droits de douane. Donc évidemment, il s'est bien gardé de faire ça pendant l'ouverture de la bourse américaine, parce qu'il n'avait pas envie de provoquer justement des cascades de liquidation sur les marchés actions. Et voilà, il est venu faire ça à ce moment-là, vous voyez, aux alentours de 22h, 23h heure française. Et vous voyez que ça a provoqué justement cette fameuse cascade de liquidation. À l'époque, on était là, vous voyez, ici, 22h, on était ici, hop, clôture de la bourse américaine. Et vous voyez que les liquidations qu'on avait prises étaient relativement saines. On était venu récupérer toutes les liquidations dont on parlait. On était en train de poser un petit bottom. Bon, on aurait travaillé ce mouvement-là potentiellement tout le week-end. Et vous voyez qu'ici, à ce moment-là, 22h30, gros portefeuille qui rentre en position, 200 millions, et qui vend pour 200 millions de dollars de Bitcoin, ce qui entraîne une chute des marchés, agrémentée par le fameux tweet
de Donald Trump qui nous dit qu'il annonce que les droits de douane vont augmenter de l'ordre de 100% pour la Chine, sur tous les imports chinois vont être taxés à 100%, donc le retour du narratif des droits de douane qui a provoqué justement la petite cassure du support, et évidemment à la clôture de Wall Street pour que les carnets d'ordre soient vides. Donc je vous explique, ici les mouvements sont provoqués par l'achat ou la vente de crypto-monnaies. Vous avez en fait un équilibre entre offre et demande qui se passe. Si actuellement vous voulez acheter pour 100 milliards de dollars de Bitcoin actuellement, vous cliquez sur acheter au marché, le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de vous trouver des acheteurs pour 100 milliards. Donc il va trouver ici Monsieur Dupont qui va lui vendre pour 1000 dollars, puis Madame Durand qui va lui vendre pour 2000 dollars, etc. Et en fait, il va chercher des acheteurs qui sont prêts à lui vendre pour 100 milliards de dollars, pour acheter toute sa position. Et en fait, le prix va monter parce que le prix va essayer de trouver des acheteurs. Donc le prix en montant va dire moi je suis prêt à payer plus cher pour avoir des bitcoins. Donc le prix va monter jusqu'à avoir atteint les 100 milliards de dollars. Vous vous doutez bien que 100 milliards de dollars, surtout dans un week-end, c'est très difficile de trouver 100 milliards de dollars, donc le prix va énormément augmenter. C'est exactement ce qui s'est passé sur la journée ici, sur la nuit de vendredi à samedi. Il faut savoir que vendredi à samedi, donc à partir de 22h, les sessions à Wall Street ferment, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez plus passer d'ordre à Wall Street. Il va falloir attendre le lundi matin, en l'occurrence le lundi matin à Wall Street, donc c'est 15h il me semble, 15h ou 15h30 l'ouverture de Wall Street aux États-Unis actuellement, et donc il va falloir attendre 15h30 pour qu'on ait de nouveau des mouvements. Et donc tant qu'on n'a pas de mouvement ici le week-end, vous avez très peu d'ordres, vous avez peu de personnes qui sont prêts à vendre ou prêts à acheter leur Bitcoin. Donc quand vous avez ici un gros portefeuille qui se décide à vendre, en fait, il va vendre, et en fait, il va essayer de trouver des acheteurs, mais il n'y a personne pour acheter. Donc, le carnet d'ordre devient complètement vide, et en fait, petit à petit, on va venir comme ça liquider un maximum de monde, le prix va descendre pour chercher des acheteurs, sans jamais les trouver, parce qu'il n'y a pas assez de contrepartie acheteuse pour obtenir un équilibre de prix. Et donc, vous avez comme ça des mouvements qui sont des flash crash, qui ont lieu relativement régulièrement dans la crypto, parce que je vous rappelle que c'est un marché non régulé. Donc faire ce genre de mouvement, si vous faites ça à Wall Street, si vous faites ça sur une action américaine, etc., c'est tout simplement illégal, ça s'appelle de la manipulation de marché, c'est pénalement répréhensible, vous risquez des amendes et des années de prison. Et bien là, sur le marché, sur les marchés crypto, vous n'avez absolument aucune régulation, vous ne risquez rien à faire ce genre de mouvement. Alors évidemment, c'est des mouvements qui peuvent être pénalisés plus tard si on a une régulation de manière rétroactive, mais bon, vous vous doutez que les personnes qui font ça, elles s'en fichent un petit peu, ce qui compte c'est le profit à court terme. Donc ici, vous avez eu une cascade de liquidation sur Bitcoin qui a eu lieu, provoquée par ce mouvement. Vous voyez d'ailleurs que c'est les personnes qui ont ici shorté le mouvement au niveau des 117 000 $ ont pris leur profit. Super, ils ont réussi à générer aux alentours de 200 millions de profits sur une période de temps de à peu près 30 heures. Donc en 30 heures, en un peu plus d'une journée, ils ont réussi à générer 200 millions de profits grâce à ce mouvement, à cette cascade de liquidation. Vous voyez que du coup, la liquidation qu'on est venu chercher, on est tout simplement venu liquider. Donc ici, vous avez 2 semaines de liquidation qui sont tracées. On est venu liquider 2 semaines de contrats dérivés en l'espace de quelques heures. Donc ici, vous voyez que autant le mouvement ici au niveau des 116 000, 117 000 $ était relativement attendu et sain, autant la chute ici qui a eu lieu, elle a tout simplement été orchestrée par ces insiders qui ont fait exactement le même mouvement sur Ethereum d'ailleurs. Vous voyez ici le tweet de MLM, vous pouvez le retrouver sur X. Vous avez eu ici des grosses positions qui ont été constituées, pareil, aux alentours de la clôture de Wall Street, et ensuite, hop, la chute et la prise de profit ici sur ces niveaux-là. Donc les personnes ont soldé leur
leur short. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que le marché va pouvoir respirer. Donc évidemment, après ce genre de mouvement-là, il ne faut pas se précipiter, tout simplement parce que c'est des mouvements qui sont très violents. Les carnets d'ordre sont complètement vidés. Si ici, on regarde au niveau de l'order flow, vous voyez que ici, l'open interest est complètement vide. Alors, je m'explique. L'order flow, c'est l'analyse justement des carnets d'ordre. Donc ici, vous avez les différents marchés dérivés des différentes cryptos. Et là, on est sur le contrat de Binance, sur Bitcoin. Donc là, vous avez la courbe du Bitcoin et vous avez ici l'open interest. L'open interest, c'est le nombre de positions ouvertes sur les contrats dérivés. Donc ce mouvement baissier, il est fortement venu des contrats dérivés, c'est-à-dire des personnes qui se positionnent non pas sur Bitcoin en spot, c'est-à-dire ils n'achètent pas réellement des Bitcoins sur la blockchain, ils achètent un contrat qui leur dit vous êtes exposé aux variations de prix du Bitcoin. Et donc ici, vous avez la courbe qui montre à quel point les gens sont exposés ou non et à quel point les gens font des paris. Là, c'est un peu plus du pari que de l'investissement. Et vous voyez que ici, sur la simple journée d'hier, on est venu en fait liquider à un point vraiment très très important. Ici, on est venu liquider les positions qui étaient ouvertes depuis des semaines et des semaines. On est revenu chercher des niveaux ici qu'on n'avait pas atteints depuis juin 2025, donc c'est-à-dire depuis à peu près 3 mois et demi. Ici, c'est assez impressionnant, hein. Vous voyez qu'on est même un peu plus bas, hein. Donc on est venu atteindre à peu près les niveaux ici qu'on avait au niveau d'avril 2025. Donc il faut comprendre que ici vous avez les liquidations. Vous voyez que c'est des choses qu'on n'avait pas eues depuis très 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 longtemps, hein. Vous voyez que on les avait eues à l'époque, hein, la fameuse journée du 19 mai dont je vous parlais, hein. Ici, vous l'avez juste là. Hop, la journée du 19 mai. Vous avez ici également le crack qu'on avait eu ici sur le premier top qu'on avait eu en avril 2021. Et vous voyez que c'est des niveaux qui sont comparables. Vous voyez que depuis tout ce bull run-là, on n'avait jamais connu un mouvement aussi important, que ce soit sur les droits de douane, que ce soit ici pendant la panique au niveau des 54 000 $ en août 2025, etc. Que ce soit sur le Sell the News qui avait eu lieu au moment de l'approbation des ETF Bitcoin. Jamais on n'avait atteint de tel niveau. Donc ici, on a un reset complet du marché. Donc il va falloir un petit peu de temps. Ne vous attendez pas à un rebond ici lundi, d'accord ? Il va probablement falloir construire des positions un petit peu de cette manière-là, comme on avait pu faire d'ailleurs à l'époque au moment du crack Covid, hein. Vous voyez que ici, au moment du crack Covid, on était reparti en V-bottom. Donc ici, on avait eu un gros crack très puissant et vous voyez qu'il avait fallu quelques jours pour se ressaisir. Mais là, le côté positif, c'est que c'est ce qui avait lancé la phase de bull run ici en 2020-2021. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on a des configurations qui sont très similaires à ce qu'on avait pu avoir en 2020, au printemps 2020, à l'automne 2020. Et à l'époque, il avait fallu justement un gros reset, il avait fallu une manipulation de marché, hein, d'ailleurs à l'époque également, hein, sur Bitfinex à l'époque, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ici, on avait eu une grosse manipulation de marché qui avait liquidé énormément de monde juste avant justement ce rallye haussier. Et ça avait créé un phénomène de disbelief. Et donc ça se voit parce que ici, on a eu justement un Fear and Greed Index qui est venu passer dans la peur, hein, quasiment dans l'extrême peur. On est à 27%, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui actuellement sont dans le doute, se disent peut-être que c'est notre top de marché, etc. Pour beaucoup, il y a eu des pertes énormes sur les contrats dérivés, donc beaucoup de personnes qui pariaient avec de l'effet de levier, etc. Se sont fait liquider. Moi, je vous encourage évidemment à ne pas investir sur les contrats dérivés si vous êtes dans une logique de long terme. De mon côté, je n'étais pas exposé sur les contrats dérivés, j'étais exposé uniquement sur le spot. Mais vous voyez que déjà sur le spot, on a vécu des mouvements qui sont très très importants, hein. Là, si vous avez des cryptos qui sont relativement bien choisis, vous êtes entre moins 20 et moins 30% sur vos cryptos. Donc moi, c'est le cas sur la majorité de mes lignes de portefeuille, hein. Donc moins 20 à moins 30% sur les altcoins, c'est quand même très important de perdre 30% de la valorisation de son portefeuille en l'espace de quelques heures. Mais il faut comprendre que sur les contrats dérivés, c'est un aller sans retour. Les personnes qui ici ont perdu 19 milliards de dollars, ici c'est des dollars qu'elles ne retrouveront pas. Vous comprenez ? Donc ici, c'est très important d'être bien positionné. Si ici, on regarde au niveau des 24 dernières heures, au niveau des liquidations, vous voyez qu'on est encore en train de venir récupérer les liquidations qui sont en dessous du prix. La particularité, c'est que forcément, au fur et à mesure du temps, on est en train de créer beaucoup de liquidités au-dessus du prix. Si ici on regarde, vous voyez qu'ici on a énormément de gens qui s'étaient positionnés à l'époque sur les mouvements baissiers, qui sont toujours dans le train
Donc ça, il va bien entendu falloir qu'on aille récupérer ce genre de niveau à un moment ou à un autre. Bon, si on regarde sur Glassnode, vous voyez qu'ici, on avait un niveau d'achat qui était très important au niveau des 117 300 $. Hein. C'est bien pour ça que j'avais signifié ici, juste là, hein, les achats massifs que vous voyez ici. Hein, vous voyez, je leur avais indiqué hein, aux personnes qui étaient dans mon cercle d'investissement. Ici, on avait un petit order block, ici, juste là, avec des achats massifs au niveau des 117 500 $. Ça se voyait sur Glassnode. Vous voyez que c'est des positions qui n'ont pas été vendues. Donc, ça veut dire que ici, sur les positions qui ont été achetées ici sur le précédent creux au niveau des 109 000, ici au niveau des 108 000, 107 000 $, toutes ces positions-là n'ont pas été vendues sur le mouvement baissier. Ici, justement, on a eu des liquidités et des liquidations sur les contrats dérivés, mais vous voyez qu'au niveau du spot, ça continue de renforcer. Vous voyez ici des lignes rouges qui sont justement qui deviennent de plus en plus rouges. Ici, hop, vous voyez beaucoup de lignes qui se créent. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'achats. On a beaucoup d'achats sur le Bitcoin. Et donc les personnes qui s'étaient positionnées sur Bitcoin depuis tout ce temps, hein, vous voyez que ici sur les ETF Bitcoin, on avait eu énormément d'inflows, c'est-à-dire que les personnes qui s'étaient positionnées ici n'ont pas décidé de sortir. Hein. Vous voyez que sur la journée de vendredi, ici, on n'a pas eu d'outflow. Donc ici, sur le Bitcoin, on est toujours positif sur BlackRock. Hein. Vous savez que je regarde que le portefeuille de BlackRock parce que c'est celui qui est, à mon sens, le plus pertinent sur les gros mouvements de prix. Ici, vous voyez qu'on n'a pas eu de sortie. Donc ici, il n'y a pas eu de phase de distribution avant cette zone-là. Donc tout simplement, les personnes qui sont chez BlackRock et qui vendent les ETF auprès de leurs gros clients, ici, elles n'avaient pas prévu, c'était pas ici une phase de distribution pour anticiper un mouvement de baisse. Donc ici, on a de bonnes chances de se dire que c'était justement un mouvement, un flash crash, et qu'on va venir récupérer les niveaux de support qu'on avait pu atteindre. Vous voyez qu'on est venu reprendre ici le triangle de compression qu'on avait travaillé. On est venu chercher le niveau de support ici au niveau des 110 000 $. On avait identifié, je vous rappelle, ici un gap sur le Bitcoin en futur CME. Vous voyez qu'ici, on avait identifié un gap juste là entre 110 000 et 111 000 $. Bon, vous voyez qu'ici, on avait probablement ici un niveau qui allait être atteint. Bon, il a été atteint. Actuellement, on est à 111 340 $. On est un tout petit peu au-dessus de ce gap. Donc il est très probable que justement sur la journée de lundi, on profite pour travailler ces niveaux-là. Donc ici, il va falloir très certainement travailler, vous voyez, comme ça, hop, pendant quelques temps, hop, pour refaire une structure un petit peu comme ça, pour reconstituer un petit peu des achats, reconstituer un petit peu un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Ça, c'est très probable. Il ne faut pas se précipiter quand on est dans un mouvement comme ça. Pour beaucoup, vous essayez de vous refaire. Vous avez un biais psychologique, hein, vous avez perdu beaucoup sur la journée d'hier, donc vous essayez de refaire des trades pour vous régénérer la plus-value que vous avez perdue, mais c'est une mauvaise idée. Gardez la tête froide, vous allez avoir d'autres opportunités. Le bull run n'est pas fini. On a encore beaucoup d'indicateurs qui nous disent que les choses fondamentales qui faisaient qu'on se positionnait depuis les dernières semaines font que on reste toujours positionné. Vous avez vu des inflows énorme sur les dernières semaines. Vous avez ici des long-term holders qui continuent d'accumuler. Vous avez ici surtout la Nextchange, donc l'exchange net position change. Donc ici, c'est la quantité de Bitcoin qui quitte les plateformes d'exchange. Vous voyez qu'on fait systématiquement des plus bas. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que les personnes qui achètent et elles envoient leur Bitcoin sur des cold wallets. Et ça, c'est très positif. Ça veut dire que elles ne sont pas là pour vendre, elles sont là pour thésauriser, pour accumuler, pour vendre plus tard. Vous voyez que traditionnellement, vous voyez qu'on a des grosses phases ici de rouge au moment où les bitcoins sortent des plateformes d'exchange. Ça se retrouve sur les bottoms, et à l'inverse ici au niveau des tops, vous voyez que ici c'est des moments où justement les plateformes arrivent sur les plateformes d'exchange. Donc vous voyez un petit peu où on en est. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous rappelle pour tous ceux qui le souhaitent, qui sont un petit peu perdus, qui ont subi un peu ce mouvement tout seuls, ont paniqué, ont vendu, etc. Le Bitcoin est remonté, ils voudraient racheter, ils savent pas très bien quoi faire. Bon vous voyez, si vous êtes dans ce genre de situation là, c'est probablement que vous n'êtes pas assez formé.
que vous avez peut-être pas assez d'expérience, et c'est pas un souci en soi. Ce qu'il faut, c'est bien s'en rendre compte et essayer de résoudre ce genre de problème, puisque vous savez que les marchés financiers sont des marchés à somme nulle. Quand vous gagnez, quelqu'un perd. Quand vous perdez, quelqu'un gagne. Donc ici, il faut être systématiquement plus expérimenté que les autres. Vous voyez que ici, beaucoup de personnes ont perdu pour que cet insider puisse gagner. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez les liens en description si vous voulez également me contacter via Telegram, vous avez un lien dans ma bio, mais vous avez également tous les liens qui vous permettent de comprendre un petit peu mon offre, qu'est-ce que je propose via mon cercle d'investissement, qu'est-ce que vous obtenez, etc. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment une plus-value importante que vous avez à vous former, donc n'hésitez surtout pas. Je vous remercie, passez un bon week-end et on se retrouve semaine prochaine pour un petit débrief justement un peu plus à froid.